Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. En face du Jardin des Plantes à Nantes se trouve l'atelier de Gaëlle Roure, alias 21h12 Céramique. 21h12 parce que c'est l'heure miroir de la journée où Gaëlle se sent la plus sereine et en même temps la plus productive et créative. Donc par une fin d'après-midi pluvieuse, je suis allée lui rendre visite dans son atelier cocon. Avant de nous rencontrer IRL, on a sympathisé sur les réseaux, parce que l'une et l'autre sommes fans du podcast Cerno. On en parle beaucoup dans l'épisode, et de plein d'autres podcasts aussi d'ailleurs. Si vous ne savez pas quoi écouter à l'atelier, on vous fait plein de recos. Bref, en plus d'avoir de bons goûts concernant les podcasts, Gaëlle est aussi une céramiste de talent. Curieuse, exigeante, éclectique, sa production est à son image. Qu'il s'agisse de bols en porcelaine, de sculptures aux formes organiques ou de fèves de collection, la céramique de Gaëlle est pleine de surprises. Donc pour cet épisode au coin du four, on a discuté d'architecture, de santé mentale, de moules en plâtre et d'obsession pour les fêtes d'hiver. J'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en m'envoyant des messages, gentils si possible. C'est mon carburant pour continuer. Bonne écoute. Donc tu sais, je commence toujours avec les mêmes questions à chaque fois les épisodes et je demande aux céramistes quel est leur premier souvenir qui est lié à la terre, le souvenir de leur première expérience avec l'argile. Avec de l'argile. Donc moi, en réfléchissant à ça, je me suis dit avec de l'argile dans les mains, parce qu'en fait, il y a un truc quand même qui est marrant, c'est que mes grands-parents ont été instituteurs de l'école du Fuilet. Donc le Fuilet, voilà, village de Potier, donc ça c'est quand même assez drôle au départ. Donc ma mère a grandi, a été élevée dans l'école avec les fils et filles de Potier et donc les futurs derniers Potier du Fuilet. Donc ça c'est quand même marrant au départ. Puis après avec la terre, moi j'avais une mère très créative, donc je pense qu'on a toujours un peu de terre à la maison. Et après j'ai un souvenir très précis d'un premier pot que j'ai fait, j'étais en CP. Un truc au colombin qu'on avait lissé après et je me souviens pas par contre l'avoir récupéré. Donc voilà, je sais que je touchais beaucoup moi à un tas de matériaux, la terre dehors aussi, je faisais des petites sculptures en terre, j'ai fait des petites sculptures avec les revêtements de façade des maisons du lotissement où j'habitais, voilà, donc j'aimais bien triturer les matériaux. Après, j'ai pas eu l'occasion, c'est ma mère qui prenait des cours de modèle vivant avec de la terre, donc je me souviens, en fait, j'ai ce souvenir à l'adolescence de ce lien à la terre par ma mère et la sculpture. Et d'ailleurs, on était allé au Fuilet faire cuire sa sculpture dans un four à bois chez un de ses amis potiers. Je me souviens qu'elle avait peur qu'elle éclate et qu'il avait fallu la faire sécher ultra longtemps parce qu'elle l'avait pas évidée. Donc tu vois, je me souviens de tout ça là. Mais sinon, remettre les mains dans la terre, ça c'est vraiment les prémices, mais ça ne m'était pas venu à l'idée de pratiquer ça. Je faisais plutôt du dessin, de la peinture. Ouais, c'était plus facile, je pense, à la maison, en fait, de faire ça plutôt que de la terre. Je sais pas si on avait vraiment un endroit, on était toujours sur la table de la cuisine, quoi. Donc, et après, c'est revenu, par contre, donc plus tard, par le modèle vivant. Moi, j'ai commencé par le modèle vivant, en fait, de manière, en fait, concomitante avec un stage de formation, une formation en massage bien-être. Je sais pas, je m'étais dit, en fait, je masse des gens, et du coup, peut-être que j'ai besoin d'en savoir plus sur l'anatomie, d'observer quelqu'un et de masser la terre, ça va m'apporter des choses et vice-versa. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi je m'étais dit ça. Et du coup, les deux sont venus en même temps et j'avais une amie qui donnait des cours de sculpture. Ok. Et voilà, donc du coup, c'était des stages sur le week-end.
Mais sur un temps de loisir. C'était trop bien, sur un temps de loisir. D'accord. Voilà. Et après, c'est une copine qui m'a traînée, parce que vraiment traînée au départ, en fait. Enfin, qui m'a donné l'idée d'un atelier de céramique, parce que le truc du filet, c'est aussi que moi, j'étais restée sur la poterie. C'est des pots orange, des plats à tagine, des trucs qui esthétiquement me plaisaient pas du tout. Enfin, voilà, c'était vraiment pas mon kiff. La terre sous cette forme-là. Alors, de manière tout à fait obtuse, hein, parce que j'en suis vraiment revenue. Mais, et du coup, on a cherché un atelier de céramique à Nantes, donc il y a 12 ans. Et on est tombé sur le site internet de Stéphanie Martin, une sculptrice en porcelaine. Et j'ai trouvé ça trop beau ce qu'elle faisait. Et donc, on est parti, on s'est inscrit à cet atelier-là. Elle venait d'arriver à Nantes. Je sais depuis qu'on était ses premières élèves, là. Et je dirais pas comme d'autres que ça a été une révélation. Ça s'est vraiment construit, mais en même temps, moi, j'ai pas de révélation dans la vie. Je suis plutôt quelqu'un qui observe et qui voit si ça peut aller ou pas. Et au début, je faisais des trucs super moches, donc vraiment, voilà quoi, bol pincé. Et je me disais, laisse tomber quoi. Et pour autant, je sais pas ce qui a fait que j'ai continué. Je crois si, je sais ce qui a fait que j'ai continué, c'est que je passais un bon moment. Les 2 heures du mercredi soir, ça a toujours été le mercredi soir. C'était tellement détendant pour moi, j'étais bien quoi, en fait. Donc c'était un bon moment à passer et c'est ça que j'ai retenu. Après, quand même, assez rapidement, j'ai acheté des pains de terre à la maison et puis je me suis rendu compte que dans la cuisine, c'est quand même chaud. Que ça faisait beaucoup de poussière et de boue et voilà. Et ça a cheminé comme ça. Mais j'avoue que quand je me suis arrêtée après, quand j'ai arrêté l'archi, c'est pas le premier truc qui m'est venu de devenir céramiste. Donc oui, t'es pas céramiste de formation. Ouais, je suis pas céramiste de formation. Donc moi, ma formation initiale, c'est l'architecture. En fait, j'étais très bonne élève. Voilà, c'est quand même ça à la base. J'étais très bonne élève. J'avais un peu la pression à la maison d'être bonne élève, d'avoir un métier, de gagner de l'argent, d'être indépendante, avec un fond un peu féministe derrière. Tu gagneras ta vie, ma fille, et pour ça, il faut que tu travailles bien à l'école et que tu aies des bonnes notes. Avec une famille quand même un peu d'institutrices, de profs. Et donc du coup, sauf que moi, arrivée en terminale, j'avais rempli le contrat. Je me suis dit, c'est fini. En fait, vous arrêtez de m'embêter avec ça maintenant. J'en pouvais plus quoi. En fait, je crois que c'était vraiment, ça a été des gros efforts pour moi d'être une bonne élève. Et donc j'ai pas voulu entendre parler ni de médecine, ni de maths sup, maths spé, ingénieur, tout ça. C'était hors de question et j'ai trouvé un truc une fois dans un forum des métiers, donc ça devait être au mois de janvier ou février, donc ça commençait à presser et j'ai rencontré un archi. Il avait des bouquins, j'ai trouvé ça trop beau. Ma mère était quand même assez branchée archi, on vivait dans une maison à ossature métallique, une maison en bois à ossature métallique, un truc un peu bizarre à l'époque. Et je me suis dit, ça c'est parfait. Parce que tout le monde va être content, parce que archi c'est suffisamment socialement marqué pour que ça plaise. Y a des maths là-dedans, voilà. Et en même temps, je vais pouvoir souffler un peu parce que je vais pouvoir faire du dessin. Et c'est tout ce que je voulais en fait. Je voulais faire du dessin, et en même temps, parallèlement à l'archi, je voulais passer le concours des Beaux-Arts quand même. Sauf que j'avais 1 an d'avance et que à cette époque, il fallait avoir 18 ans pour passer le concours des Beaux-Arts, donc ça n'a pas été possible. Sinon, il est fort probable que je l'aurais passé. Alors après un parcours de très bon élève sans jamais avoir pris de cours de dessin, mais juste, moi j'étais quelqu'un qui explorait la nature et j'étais beaucoup dehors, je construisais des cabanes, donc je faisais des sculptures avec l'herbe coupée derrière chez moi, ou à l'époque il y avait de la neige, donc je faisais des sièges dans la neige, j'ai fait pas mal de sculptures en neige et en glace et tout ça. Je sais pas si j'aurais été prise aux Beaux-Arts. Donc finalement, l'école d'archi, ça a été pas mal. Parce qu'effectivement, j'ai pu commencer à prendre des cours de dessin, faire des maquettes, manipuler des matériaux divers et variés. Et ça, c'était trop bien. Vraiment, là, pour le coup, je regrette absolument pas les études d'archi, c'est génial. Tout le monde le dit, je crois, tous les archis le disent. C'est après qu'on déchante. Donc du coup, voilà, j'ai fait ces études d'architecture. Ça a duré 9 ans parce que j'ai traîné pas mal. Ouais, et que je me suis mise à travailler, que j'ai eu ma fille avant d'avoir mon diplôme, l'aîné, et que du coup, ça a retardé le diplôme. Donc sur les 6 ans normalement qu'on devait passer, j'y ai passé 9 ans. Après, j'ai été à peu près 15 ans chef de projet dans plusieurs agences. Pareil, là, j'ai eu des enfants, d'autres enfants. Donc voilà, du coup, mais sauf que pendant, il y a quand même plusieurs moments où je me suis dit que j'allais
ralentir et que le milieu de l'architecture, c'était compliqué pour moi, en fait. Le fait d'être une femme d'affaires, le fait de... ce milieu commerce, promoteur immobilier, se battre en permanence pour la qualité architecturale, l'écologie, parce que ça c'est un truc qui vient de chez moi, de chez mes parents. On triait les déchets avant qu'il y ait plusieurs poubelles en fait, et puis on faisait attention à la nature. Enfin, j'ai toujours eu cette attention en fait au monde et à la nature et au milieu naturel. Et du coup, travailler pour des promoteurs immobiliers, c'était compliqué pour moi. J'ai mis beaucoup d'énergie à me battre en fait pour la qualité architecturale et je me suis épuisée, je pense. Donc régulièrement, je me suis arrêtée. Puis les enfants, malgré tout, 3 enfants. Et puis j'avais un temps partiel. J'étais censée être à temps partiel en agence. Or, c'est impossible. C'est très compliqué d'avoir un emploi à temps partiel en agence. Donc j'y retournais régulièrement. Et j'ai fini par péter un câble. Enfin, faire un burn-out. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Mais je faisais des attaques de panique régulièrement. Donc alors j'ai toujours eu un fond anxieux, mais là ça s'est manifesté puissance 1000. Donc de toute façon il a fallu que je m'arrête. Donc du coup c'est là où j'ai fait une formation massage bien-être sur une année. Donc j'ai un certificat de formation massage bien-être. J'ai massé quelques personnes. Et puis en fait je me suis assez vite ennuyée autour de ça. Il aurait fallu que je fasse d'autres massages, mais sauf qu'on avait besoin de sous, donc je suis retournée en agence. Là, j'ai voulu devenir web designer parce que c'est pareil, j'ai toujours aimé le graphisme. J'ai toujours fait des cartes postales, enfin voilà, des dessins de toutes sortes sur des petits formats à la main, sur Photoshop, les deux, mixer les techniques. C'est moi qui m'occupais des livrets de présentation pour les agences où j'étais, donc j'aimais ça en fait, la communication. Et sauf qu'en fait, on m'a dit non, toi, t'aimeras pas faire du code, donc laisse tomber. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et après, donc l'archi, c'est devenu vraiment compliqué et je me suis fait licencier de la dernière agence où j'étais. On a perdu un dernier concours sur une année, on avait fait plein de concours. Et ça a été la libération. C'est là que je me suis dit, bon, là, on arrête l'archi. Et ça a été tellement une libération que je me suis dit que j'ai été au bon endroit. Par contre, j'ai quand même vu une coach professionnelle pour lâcher le milieu de l'archi parce que je reste passionnée d'architecture. C'est vraiment, j'adore ça. Quand j'en parle, Margot me disait, la céramiste du coup, chez qui j'ai passé un an, Margot Coville, me disait que j'avais des étoiles dans les yeux. J'adore ça. En vacances, on visite de l'archi. Voilà, ça reste un domaine qui me plaît beaucoup. Mais à ce moment-là, c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après. Et je me souviens, la coach m'avait dit, liste des trucs. Et donc, il y avait céramiste dedans. Mais sauf qu'à l'époque, j'étais salariée, j'avais un salaire, une maison avec, comme on disait tout à l'heure, un certain... il fallait que je rapporte de l'argent à la maison. Mon conjoint était salarié aussi, on avait besoin des 2 salaires à l'époque. Et céramiste, je savais que ce serait compliqué en fait, au niveau financier. Donc j'ai décidé que je ferais un truc qui me permettrait de gagner de l'argent. Et du coup, je me suis dit que j'allais devenir orthophoniste. Je voulais un métier où on soit directement en lien avec des gens. Je voulais plus avoir de projet, je voulais plus avoir à faire de planning, je voulais plus... je crois qu'il y avait tout ça en fait J'étais fatiguée de tout ça, je voulais un lien direct avec les gens. Je voulais contribuer directement au monde, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai passé un an et demi à réviser les concours d'ortho et j'en ai eu aucun. Ce qui est plutôt pas mal finalement, en fait. Là, par contre, je dis que je regrette jamais rien, mais les concours d'ortho, heureusement que je suis pas devenue orthophoniste. Et du coup, quand t'es pas orthophoniste, je généralise un peu parce que c'est un parcours assez classique, tu vas en psycho. Et parce que c'est quand même en fait ce rapport au patient qui m'intéressait et du coup je suis rentrée en 2e année de psycho à la fac de Nantes. Voilà, ça c'était un vrai palier en fait vers plus de liberté, de me dire que je pouvais choisir ma vie et que il y avait rien ni personne qui pouvait décider pour moi de ce que j'allais faire. Et si le cadre me le permettait, je pouvais le faire. Donc c'est ce qui s'est passé avec la psycho. Et en parallèle de mes études de psycho, j'ai aussi fait beaucoup de stages en communication non violente. Ça avait même commencé depuis l'archi. Mais c'est vrai que je fais un parallèle avec ça parce que je pense que c'est vraiment tout mon parcours qui m'a amenée à la céramique en fait. Parce que sinon je ne serais pas devenue céramiste si j'avais besoin de savoir comment fonctionnait l'être humain. Or en psycho, tu vois pas que le fonctionnement, ce qui pose problème en fait. Tu vois aussi le fonctionnement normal
chez l'être humain. Et je pense que j'avais besoin d'avoir ce bagage-là pour me sentir plus en sécurité avec des élèves et avec potentiellement une clientèle, parce que même si je dis que j'y avais pas pensé, je voyais bien quand même qu'il fallait vendre ses pièces et qu'il fallait être en lien avec des gens. Et donc la communication non violente, la psychologie ont fait que je me suis sentie plus sécure après pour ouvrir un atelier. Ça a été un palier. Et donc, licence de psycho, et là, normalement tu fais un master. Et moi j'ai dit stop, pause. C'était effectivement au moment de la Covid. Est-ce que ça a aidé d'avoir ce temps libre, de me poser, de passer mes examens à distance et du coup d'être dans le jardin à bouquiner et à m'occuper des enfants ouais, je sais pas. Je me suis dit, je suis restée à la maison 2 mois avec rien. Je crois que ça faisait tellement longtemps que ça m'était arrivé de pas avoir grand chose à faire dans la journée que de m'occuper de la maison et des enfants. Et puis oui, en parallèle quand même, mon conjoint s'était installé comme indépendant et on a cru au début que ce qui gagnait, ça suffirait. On s'est trompé par la suite. On s'est rendu compte que c'était pas la réalité. Mais sur le coup, on a cru. En tout cas, il gagnait mieux sa vie que comme salarié. Et voilà, je me suis dit que ça faisait aussi... Oui, et puis j'étais en fin de droit et que du coup, en faisant des petits boulots, je faisais un peu de babysitting et un peu je donnais un peu de cours de soutien, en fait, à des enfants de tous âges, là, primaire et puis début de collège. Et je me suis dit que finalement, il n'y avait pas de raison et qu'on allait s'en sortir. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre un tour chez quelqu'un, parce que chez moi, c'était pas possible, la maison était trop petite. Et j'ai passé une petite annonce sur Facebook, et là, c'est Margot qui m'a répondu, qui m'a dit moi, j'ai un deal pour toi, si ça te va. Tu viens dans mon atelier, tu m'aides aux différentes tâches de l'atelier, notamment tournasser les pièces de stagiaires. Elle avait beaucoup de stagiaires, de gens qui venaient une seule fois à l'atelier à cette époque. Donc il fallait finir les pièces, recycler de la terre, enfin voilà, toutes les petites tâches de l'atelier. Et puis moi j'ai des tours. Donc finalement quand tu as du temps libre, tu peux te former au tournage sur mes tours. Et puis moi je suis là, voilà. Et donc ça c'était génial. Enfin oui. Ça a été vraiment... La rencontre avec Margot, elle le sait, je lui dois... Enfin, voilà, c'est super. Et puis, on s'est super bien entendu. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'elle dirait la même chose. On s'entend très bien, on était très complémentaires à l'atelier. Elle est vraiment super. C'est-à-dire que moi, j'ai appris avec elle que je pouvais faire des erreurs, que c'était pas grave, qu'une pièce, ça cassait, que quand ça cassait, elle t'en refaisait une autre. Enfin, je sais pas, elle dédramatise beaucoup de choses, Margot, et... tout est possible, alors que moi, voilà, c'est un peu l'inverse. J'ai peur de tout. Voilà. J'ai mis un peu de l'ordre dans son atelier. J'ai recyclé de la terre régulièrement. Je me suis occupée des pièces des élèves. J'ai fait le tri dans des pièces qui étaient là depuis 78 ans, là, et qu'à un moment donné, il faut en faire quelque chose parce que les gens, ils viendront jamais les chercher. Donc c'était top. C'était vraiment génial. Donc j'ai passé un peu plus d'1 an chez Margot. Et puis, ce premier, comme on disait tout à l'heure, j'ai commencé à écouter Cerno et à faire des fèves. Et j'ai pu acheter mon premier tour. Et de manière concomitante, donc mon conjoint cherchait un bureau pour s'installer lui. Et j'ai glissé l'idée de potentiellement qu'il y ait un espace pour moi. Et on a visité cet atelier ici, enfin ce local-là. C'était le 3e local qu'on a visité, qui était vraiment pas cher, qui était dans son jus. Enfin, c'était pour nous, quoi. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir devenir céramiste, tout s'est mis en place de manière tellement fluide que je me suis dit que j'étais sans doute sur le bon chemin. Et que depuis, ce que je disais tout à l'heure, je pense que je suis à ma place. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui est compliqué, le fait d'avoir retrouvé des horaires pas possibles alors que, en quittant l'archi, je m'étais jurée de plus faire de charrette. Dommage. Voilà. Mais je pense que, c'est mon mode de fonctionnement, pour part, quoi. Donc voilà mon parcours. J'étais un peu long, mais en fait, il est... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le seul... j'ai pas de... Moi qui crois dans les études, qui ai repris des études pour devenir psychologue, tout ça, repasser des diplômes à la fac, c'était vraiment pas simple, surtout avec un trouble anxieux, passer des examens, c'est compliqué. Alors c'est peut-être aussi pour ça que je le fais pas. Tant qu'on me demande pas un CAP, je le fais pas. Si un jour on me le demande, je le ferai. Et voilà, ce sera peut-être une bonne nouvelle aussi pour la protection du métier, qu'un jour il y a un syndicat, qu'un jour... Et en même temps, c'est aussi ce qui fait la richesse de la céramique, je trouve. Que ce soit aussi ouvert et que des profils comme le mien puissent ouvrir un atelier et puis avancer comme ça et faire des stages. Et évidemment, je continue à me former. Enfin, je veux dire, même si j'ai pas d'attestation stricto sensu, je vais faire une formation
en émail bientôt. Maintenant, j'ai trouvé chez qui je veux aller. Donc voilà, ça va pas m'empêcher de continuer. Après, le deal entre moi et moi, c'est que ça prend plus de temps. Et que quand même régulièrement il y a des frustrations quoi. J'aurais mon CAP tournage, je raterais moins de pièces sans doute. Je saurais monter déjà 2 kilos de terre, 3 kilos de terre, alors que là voilà j'ai fait tout à l'heure, j'étais à 1,7 kg. Vu la taille de ma pièce, voilà, je monte pas toute la terre, hein, c'est clair. Mais ça se fera, comme la vie quoi. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton identité? Alors, tu te vois comment, toi? Alors, c'est compliqué. Donc, moi, au début, j'ai eu un peu de mal à dire que j'étais céramiste. Maintenant, voilà, ça décrit l'activité que je fais, puisque c'est avec ça que je gagne ma vie. Donc, même si, principalement, ce sont les cours. L'année dernière, avec mon financement participatif, c'était quand même moite-moite. Les cours et les pièces. J'ai un bon réseau. J'ai des amis vraiment super sympas, de la famille super sympa. Donc, je vis encore un tout petit peu sur ces gens qui m'achètent des pièces, mais ça se diversifie. Voilà, j'ai pris 10 ans de cours avec Stéphanie Martin, qui est sculptrice. Donc, moi, c'est la sculpture vraiment que j'aimerais pratiquer. Mais aujourd'hui, je fais des pièces utilitaires pour pouvoir gagner ma vie, clairement, parce que j'ai peur. Encore une fois, c'est la peur qui me tient. Et puis que j'ai passé 1 an chez Margot, qui m'a branchée sur l'utilitaire, que j'adore ce que fait Margot. On reste dans le volume donc, aussi. Voilà, on reste dans le volume. Moi, c'est le volume qui me... Ouais, tout à fait. Mais j'avoue que clairement, si j'avais pas le fait de devoir amener des sous, enfin voilà, ce truc de 3 enfants, 1 en études supérieures et 2 qui arrivent en études supérieures, cette contrainte financière, je serais sculptrice, sans doute. J'ai toujours fait ça, même en archi, en fait, quand il y avait des travaux à faire, dès que je pouvais saisir du volume, je faisais du volume. J'ai fait une sculpture en béton cellulaire avec une perceuse. J'ai passé 3 jours dans mon jardin, j'ai adoré ça. Voilà, je crois que c'est le volume qui plaît. Alors même si l'utilitaire c'est du volume, et que quand même il y a un truc qui me plaît aussi dans l'utilitaire, c'est de ramener de l'art chez les gens, enfin une dimension artistique à petit prix, enfin en tout cas ça reste raisonnable de mon point de vue. Je sais que tout le monde n'est pas de ce point de vue-là, mais je trouve que les pièces de céramique, par rapport au temps qu'on y passe, à la démarche artistique et créative, je trouve que ça reste raisonnable. Je crois qu'il y a quelque chose quand même de cet ordre-là qui me tient avec l'utilitaire. Et donc voilà, bon l'avenir me dira, j'en sais rien, j'ai décidé de me laisser davantage porter. Là je sais juste que oui, je suis en train de compter le nombre de gobelets que je dois vendre. Alors, justement, est-ce que tu peux décrire ta production? Pour l'instant, voilà, je fais des tasses, des bols, un petit peu de saladier, des vases. Moi j'adore, donc je travaille la porcelaine. En fait, je rêvais de travailler la porcelaine. Le premier truc que j'ai fait en arrivant ici, avec mon nouveau tour tout neuf, je me suis acheté un pain de porcelaine et j'ai tourné une pièce en porcelaine. J'avais jamais fait ça et j'adore ça. Vraiment, j'adore. J'ai conscience d'une certaine difficulté, mais en même temps, comme je m'en fous. Enfin, le fait de pas avoir de diplôme aussi et de pas avoir de cadre, ça donne quand même une certaine liberté. Donc, je sais pas, j'y vais. Et puis, ma porcelaine, je la tourne, quoi. Elle monte. Alors oui, parfois, il y a un peu trop de terre en bas. Là, ça fait 18 mois. Commence quand même à tourner du 400 grammes sans avoir de terre qui reste en bas. Donc voilà, il y a du progrès. Ça vient petit à petit. Donc voilà, la porcelaine, c'est quand même vraiment ma terre de prédilection. Après, j'ai découvert le grès noir, que j'aime beaucoup aussi, qui me plaît bien et qui repose un peu. Parce que tourner du grès, ça repose un peu quand même. Mais le grès-grès que utilisent mes élèves, ça me convient pas, ça me va pas. Je saurais pas dire pourquoi, j'ai pas envie de dénigrer une terre, parce que moi je trouve qu'elle a plein de qualités cette terre, et notamment pour l'apprentissage. Et puis quand bien même, mouchetée, elle est jolie, voilà. Et moi, elle m'a permis l'année dernière, en fait, mon financement participatif, je l'ai fait avec du grès, c'était super. Donc ça m'a permis ça. Maintenant, non, ouais, la porcelaine, j'aime sa finesse. Enfin, le fait de pouvoir la travailler finement, j'aime sa translucidité, j'aime, je pense, sa fragilité. Et puis voilà, je crois que j'aime les challenges, donc la porcelaine, elle me challenge tout le temps. Elle est décorée aussi un peu, ouais, hein, Gob? Ouais, du coup, j'aime le travail de graphisme aussi. Alors, sur les vases, autant, voilà, soit c'est vraiment la forme qui me plaît et la lumière qui vient se poser dessus, soit c'est le graphisme. Et alors, on va dire que j'ai été inspirée par Margot Covid, mais en fait, j'ai été inspirée depuis longtemps. Je pense qu'on est juste un peu pareil et que moi, je suis arrivée après. Mais j'aime beaucoup le graphisme. Donc, j'aime le travail des céramistes
qui travaille le graphisme et la couleur. Ouais, j'aime trouver le geste en fait qui va donner quelque chose, qui va faire ressortir la couleur sur la porcelaine. Et j'aime aussi le fait qu'un petit geste, en le répétant, ça donne un ensemble qui soit vraiment différent du petit geste et qui ne laisse pas forcément deviner la façon dont on l'a fait. Voilà, j'aime bien que les gens ils me posent la question, mais comment tu fais ça? Voilà. Et là, tu me dis si je me trompe, mais il y a à la fois du graphisme qui apparaît donc par couleur, par pose d'engobe, mais tu textures aussi tes surfaces. Ouais, ça j'adore ça. Mais encore une fois, c'est le geste en fait qui me mène. C'est que j'adore éplucher mes pièces à l'économe. Vraiment, c'est tellement agréable. Et comme disent mes enfants, c'est tellement satisfaisant, mais en fait, parce que c'est satisfaisant au niveau des sensations. Et puis, je crois que j'aime aussi la porcelaine. Ouais, ça m'agace comme tout le monde quand elle se déforme, alors que t'as passé son temps à la tourner et voilà, et qu'elle retrouve sa forme du petit geste que t'avais fait un peu de travers à un moment donné, et que ça se retrouve après la deuxième cuisson. Mais j'aime aussi en fait les pièces que je fais en modelage en porcelaine et que du coup tu sais jamais ce que tu trouves quand tu le sors. Donc le fait de les éplucher, c'est encore pire, ça les déforme encore plus et du coup je sais pas, il y a un truc de dédramatisation, hein. Je peux pas dire que ce soit un effet que je recherche si je suis vraiment honnête en fait. C'est juste que moi ça me permet de lâcher prise et je pense que je suis à la recherche de tout ce qui me permet de lâcher prise et du coup ce geste-là me permet de lâcher prise, mais même j'aime ça en fait, même quand je le fais avec des mirettes. J'aime bien la façon dont la lumière se pose sur une surface texturée. Donc sur la porcelaine encore plus. Et en plus ça donne cette translucidité dans les endroits qui sont les plus fins. Bon après évidemment je perds des pièces, donc ça m'énerve. Tu coules pas du tout la porcelaine? Non, je coule pas, j'aimerais trop, mais là dans cet atelier ce sera impossible. Je ferai un stage de coulage si un jour j'ai un atelier plus grand. Parce que en fait il y a quand même ce truc qui me reposerait de faire des pièces strictement identiques. Parce que là clairement... Au tournage, j'y arrive pas. Ça me gonfle très très vite. Donc j'ai un peu lâché l'idée de faire des pièces identiques autour. Parce qu'il faudrait que je fasse une formation, un CAP, un truc où tu travailles 10 heures par jour. Enfin, il n'y a rien à faire, il faut une discipline. Donc moi, je le ferai pas là, dans ce cadre-là en tout cas. Mais par contre, tourner des pièces, voilà. Enfin, couler des pièces, ce serait cool. Ça me permettrait d'avoir des pièces vraiment identiques. Ça me permettrait de gagner du temps, de me reposer à un certain moment. Et puis d'expérimenter d'autres choses. Mais ça viendra peut-être plus tard. Mais du coup, non, j'ai vraiment pas la place de stocker des moules ici. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai vu Margot le faire. Je trouve ça fascinant sur des grosses pièces. J'adore. Peut-être que je vais te faire répéter, mais quelles sont tes influences? Tu as beaucoup parlé de l'architecture. Ouais, après, est-ce que c'est une influence, l'archi? Forcément, c'est à l'intérieur de moi. Après, mes influences, il y a des choses que j'aime. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en fait qui nous influencent. Alors moi je suis une contemplatrice, hein, donc il y a un moment donné je faisais ça aussi le matin, quand j'étais en temps partiel en agence, j'allais prendre des photos au jardin des plantes à différentes saisons parce que j'aime observer la façon dont les choses se transforment dans le temps. Donc je suis une observatrice de la nature, mais ça voilà, c'est un peu un lieu commun. La nature, c'est forcément une source d'inspiration, elle est là sous nos yeux et pour peu qu'on soit un peu contemplatrice, et on est beaucoup de céramistes à être contemplatrice, forcément avec la terre, hein, on n'a pas trop le choix. Sinon on n'est pas céramiste, on fait autre chose. Après, je sais que sur Instagram, j'essaie de pas trop regarder parce qu'en fait ça m'énerve quand je découvre un truc que j'avais en tête. Chez Stéphanie, j'avais commencé à travailler sur des polyèdres et puis j'ai découvert qu'une céramiste avait déjà fait une expo en 2018 sur des polyèdres, donc j'ai dit ça m'a agacée. Alors que quand je découvre un truc mais que je l'ai déjà fait, c'est pas grave. Là je viens de découvrir une céramiste qui fait du Mishima avec de l'engobe bleue. Voilà, je me suis dit c'est bien la preuve que on n'invente rien. Sinon, alors comme céramiste, moi j'adore Sarah Clotus, je suis une fan absolue, mais vraiment, et je sais pas pourquoi, c'est un mystère pour moi, parce qu'a priori c'est pas une esthétique qui me plaisait au départ, et ça me touche, mais vraiment ça va me chercher loin en fait, ça me touche énormément, et pendant le confinement je lui ai acheté 2 tasses, mais c'est mes 2 tasses chouchou, elles sont pas arrangées avec les autres tasses, j'adore ces sculptures, et j'aime aussi le fait qu'elle ait pu faire de l'utilitaire avec ses touches de sculpture. Je sais pas, il y a un imaginaire, il y a une spiritualité là-dedans qui me touche beaucoup. Mais j'aime aussi ce que fait Zélie Roubi. J'aime ses couleurs, j'aime ses formes, ses douceurs. Ça me plaît énormément. Ouais. Non, mais ouais, j'adore. Il y a un truc qui m'émeut beaucoup. Après,
par quoi je suis inspirée. J'aime forcément par tout ce qui fait ma vie, quoi. Enfin, je sais pas, là, je regarde beaucoup de séries, donc. Et là, je viens de voir une série qui est super, là, qui s'appelle Berlin Babylone. Berlin Babylone, et voilà, c'est une esthétique très marquée des années 30, la République de Weimar en Allemagne. Forcément, ça me fait venir des trucs. Voilà, je suis inspirée par la danse. J'adore la danse. Moi-même, je suis une piètre danseuse et c'est pas mon truc de danser. J'arrive à danser et à essayer de faire bouger mon corps au milieu des autres sans être trop intimidée. Mais ça, c'était un truc de ma petite sœur que j'adore voir danser, que j'ai toujours trouvé qui danse super bien. Et ma fille aînée fait de la danse et elle est en école d'ingé, mais elle continue à faire de la danse. J'adore les spectacles de danse. Voilà, donc ça, il y a un truc quand même dans le mouvement. Voilà, on parlait d'inspiration, même plus globale tout à l'heure, et de la nature et tout. J'aime le mouvement, c'est quelque chose qui m'anime. Et là, j'ai fait la petite sculpture que j'ai faite là avec les trucs un peu comme ça. C'est pas de l'herbe, c'est pas la nature, c'est le mouvement en fait que je recherchais. Ouais, je pense que ça, le mouvement. Puis du coup, tu vois, on parlait de la porcelaine tout à l'heure qui se déforme. Il y a un truc dans le mouvement. Et pourtant, voilà, on est sur des pièces figées. Mais je sais pas exactement. Enfin, du coup, intellectuellement, j'arrive pas à suivre le fil et à en sortir quelque chose vraiment d'explicite dans mes explications. Mais la danse, la danse sans doute m'inspire. Ok. On est toujours dans le domaine d'occuper l'espace. En fait. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens que quand on m'a demandé pourquoi je venais devenir archi, dans le bureau de conseiller d'orientation en terminale, et j'avais dit parce que j'ai envie de modeler des espaces pour les gens dans lesquels ils se sentent bien. Donc il y a ces trucs de modeler l'espace qui est toujours un peu présent, ouais, et qui est très important pour moi. En fait, je pense, peu de gens en ont conscience. Mais quand on en prend conscience, on se rend compte que l'espace autour de nous, ça influence beaucoup de choses. Et ça influence notre santé en premier lieu. Je voulais faire de la psychologie environnementale quand j'étais en psycho. En fait, mon idée en rentrant en psycho, c'était de relier les deux et de faire un doctorat psycho-archi. Parce que je voulais faire des recherches sur le bien-être. Parce que je trouve ça nul en fait qu'on ne soit pas suffisamment conscient de la façon dont notre espèce vitale influence notre bien-être. Donc investir l'espace, oui effectivement. Là je suis un peu frustrée des petites pièces, j'avoue. Dans la céramique c'est un truc un peu frustrant par rapport à l'archi où tu dessines des choses qui vont devenir grandes. Qui vont vraiment occuper l'espace, effectivement. Ouais, il y a ce rapport à l'espace et... Ouais, même l'espace urbain, là, je parle souvent de cet espace, je suis en face du Jardin des Plantes, et c'est une des entrées les moins bien traitées de toutes les entrées du Jardin des Plantes à Nantes, là. Et j'aimerais réorganiser cet espace, parce que là, on est dans un truc plus motorisé, il y a beaucoup de passages de voitures, et du coup, il y a du bruit. Donc ça me dérange énormément. Et j'aimerais que ce soit piéton, avec des couleurs plus claires, voilà. Et je suis sûre que ça influencerait ce qui se passe ici, à l'atelier, quoi. Les énergies, on parle d'énergie, mais finalement c'est les mouvements des gens. Là, ça va vite, du coup, les gens qui passent, c'est assez tendu. Et voilà, on parle encore de mouvement et d'occupation de l'espace, quoi. Mais ouais, ça infuse à l'intérieur de moi, en fait, parce que j'ai décidé de plus réfléchir et de plus faire de projets, quoi, comme je faisais en archi. Donc de plus faire de plans. Bon, après, j'ai toujours dessiné très peu, donc je dessine toujours aussi peu. Tout se passe dans ma tête. Je me mets dans un coin. Par contre, faut pas qu'il y ait de bruit autour et que personne vienne me déranger. Mais en fait, le processus, il se fait vraiment dans ma tête. J'ai entendu une autre céramiste qui parlait de ça dans un de tes podcasts et je me suis dit, mais je suis pas toute seule à faire ça. Et c'est pas pourri, en fait. C'est pas parce que tu dessines pas que après, t'es pas capable de sortir des pièces et que t'as pas réfléchi avant. Pour rester dans l'idée d'un espace occupé, est-ce que tu peux décrire ton atelier ? C'est quoi l'ambiance sonore, lumineuse ? Comment est-ce qu'il est organisé ? Alors, j'ai un atelier donc, qui est pas très grand, qui fait 23 mètres carrés, qui est plutôt dans les tons de blanc, parce que je voulais quelque chose de clair et de neutre, pour notamment, je pensais à mes élèves qui viendraient à l'atelier, puissent
partir d'un espace relativement neutre pour pouvoir travailler sans être influencé par ce qu'il y avait autour d'eux. Bon, même si moi, il y a mon travail, hein, donc du coup, forcément, ça les influence. Mais ça, je pense qu'on va vers un atelier parce qu'on aime le travail de la céramiste, enfin, en tout cas. Et moi, je trouvais ça plutôt chouette que chez Stéphanie Martin, de voir ses pièces. Mais par contre, au niveau des murs, ouais, voilà. Donc, c'est assez blanc. Je suis plein sud, donc c'est très lumineux quand il fait jour et qu'il fait beau. J'ai très chaud l'été et je suis bien l'hiver. Donc je suis un peu en vitrine aussi. Du coup, comme j'ai un espace directement sur la rue. Après, comment c'est organisé ? Forcément, j'ai essayé de mettre un maximum d'étagères sur les murs où il était possible de mettre des étagères. Fallait que ce soit quand même accessible avec un marchepied, donc ça va pas tout à fait jusqu'en haut. Et au niveau acoustique, j'ai la chance d'avoir un plafond tendu. On dirait pas, mais en fait, c'est le plaquiste qui nous a proposé ça. Bon, d'abord, ça coûtait moins cher pour info qu'un plafond en placo. Et puis surtout, au niveau acoustique, en fait, il y a un affaiblissement acoustique un peu plus important qu'un plafond en placo. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que j'ai quand même un sol en béton avec juste une peinture de sol. Et je trouve que les sons sont relativement atténués. Donc, j'ai une ambiance sonore plutôt agréable, en fait, dans l'atelier. Donc ça, c'est chouette. Et comment c'est organisé ? Voilà, j'ai le four sous la fenêtre parce que j'ouvre la fenêtre, en fait. Les nuits où je mets le four, je laisse les volets ouverts. Et puis, je laisse l'imposte là-haut ouverte pour pouvoir ventiler. Ce qui m'empêche pas de bien aérer le matin parce qu'il y a quand même toujours un petit résidu, une petite odeur. Hein. Donc, je prends ma respiration et j'ouvre tout pour tout bien aérer. Et puis, du coup, j'ai pour projet de relier, de mettre un tuyau de hotte là, puis de faire un trou dans les volets en bois, pour pouvoir sortir directement les émanations du four. Donc le four est sous la fenêtre et puis voilà, j'ai un espace évier, j'ai 2 tours qui se font face avec une plaque en plexi parce que donc comme je suis gauchère, mon idée c'était de pouvoir montrer en miroir et de mettre en face pour pouvoir montrer les gestes. Donc je l'ai encore jamais fait. Voilà, j'ai fait ça pour ça et finalement je l'ai jamais fait. Mais c'était ça l'idée au départ, de mettre les 2 tours. Et puis comme mon espace est réduit, c'est quand même limité. Donc tout est absolument optimisé, la table au milieu, on circule bien autour, mais dès que je la décale, c'est moins bien. Tout est rentré au cordeau là-dedans. Okay. Si l'ambiance sonore un peu. Oui, des podcasts. Ouais, voilà. Alors l'ambiance sonore, en dehors de ça, moi j'écoute peu de musique. Ça m'arrive parfois. Je m'aperçois que quand même écouter de la musique, ça me repose. J'écoutais beaucoup la radio, fut un temps. J'écoutais France Inter au début, toute la journée. Et puis j'avoue que je suis de moins en moins fan. Donc il n'y a plus Par Jupiter ou C'est encore nous. Et du coup, je suis fâchée. Donc du coup, j'écoute quand même La Terre au carré de temps en temps. Et puis l'émission qui suit là, du coup sur les faits divers. Ça m'arrive. Ah oui, Fabrice Drouel. Ouais, si. Fabrice Drouel, voilà. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, j'écoute des podcasts. Donc, beaucoup France Culture, Les Pieds sur Terre. Là, je pense que je les ai tous écoutés. Donc, quand j'arrive au bout, je cherche d'autres choses. LSD, Fragments. Transfert, même si je me suis un peu lassée, j'ai beaucoup écouté et voilà. Je suis d'accord. Ouais, je suis un peu moins fan maintenant, donc j'écoute moins. Là, je suis passée sur Radio-Canada en fait. Je crois que j'avais besoin d'un peu d'évasion et je passerai peut-être à la Belgique après. Enfin voilà, ce petit accent me fait un peu voyager et puis il y a quand même une manière un peu différente de voir les choses de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai écouté des émissions de faits divers qui sont super bien. Sur Radio-Canada Audio. Ma vision des choses, par exemple, que j'ai bien aimé. Et puis j'aime bien Stéphane Berthomé. Mais du coup, j'ai tout écouté. Donc je ne peux plus rien écouter. Mais ces podcasts sont vraiment, vraiment super. On parlait de Cerno tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le pendant Stéphane Berthomé de Julien Cernobori, je trouve. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas. C'est des styles différents, mais il y a quelque chose. J'écoute ça. Et puis j'ai honte, mais j'écoute aussi les trucs de faits divers, là... L'heure du crime. J'ai un peu honte parce que là, du coup, on est sur du basique, hein, mais... Homicide. T'écoutes Homicide aussi ? J'ai écouté 1 ou 2 fois. Mais voilà, on est sur du fait divers de base. On balaie le fait divers mondial parce qu'on passe même aux États-Unis et tout. C'est quand même vraiment quelque chose. Mais je sais pas ce que je cherche à savoir en écoutant
toutes les histoires de meurtres, d'enlèvements possibles, mais il y a quelque chose. Hein. Ouais, je sais pas. Voilà, je ne vais plus voir de psy en ce moment, mais je pense que ce serait un truc à creuser dans un cabinet de psy parce que c'est pas possible de chercher. Mais bon, tu vois, c'est bien quand je rencontre d'autres gens qui font la même chose. Je me dis que ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, donc ouais, là je suis même sur des livres audio du coup de Radio-Canada. C'est trop bien parce que du coup c'est des heures d'écoute. Vraiment, il y en a pour des heures et j'ai plus et puis par moment il y a rien quoi. J'écoute rien, les fenêtres sont fermées et c'est calme et c'est bien aussi en fait de rien avoir, juste le silence. J'avoue. Ouais. Mais bon, ça reste un petit rituel, hein, comme je te disais tout à l'heure, d'arriver le matin et de me dire je vais mettre quel podcast aujourd'hui et de me mettre à travailler avec un podcast et l'idée de découvrir aussi des choses. Alors j'écoute des trucs de psycho aussi un peu. Ouais, voilà, je sais plus comment ça s'appelle là. Un podcast super sur. D'ailleurs, il y a un des thèmes, c'est la créativité. C'était vraiment top sur le cerveau. Je crois que ça s'appelle le cerveau ou un truc comme ça. Ok. Je crois que c'est France Culture aussi. Ou c'est Louis Média. Émotion, t'écoutes pas Émotion ? Non, ça j'ai pas écouté, mais c'est peut-être parce que je connais pas. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas facile en fait de chercher, je trouve, de trouver des trucs qui sont bien. C'est pour ça quand on s'échange en fait, le podcast là, j'attends la suite. C'est excellent le podcast qui se passe au supermarché là. Oh, c'est génial. C'est génial. Ah oui non. Vraiment. J'étais morte de rire. C'est trop bien, c'est hyper intelligent, c'est hyper fin. Je donne l'info, c'est à la recherche du ton à la catalane de Sophie Marie Laroche. Voilà, c'est génial. Vraiment super podcast, il est top. Donc voilà, oui bien sûr, donc voilà, des podcasts chez moi, des gens qui parlent. Ok. Le moment du tu préfères. La question tu préfères. Ouais. Alors est-ce que tu préfères recycler plusieurs kilos de porcelaine ? Ou alors, tu préfères tourner, monter plusieurs vidéos pour les réseaux sociaux en prévision des marchés de Noël, par exemple ? Ouais, non, mais là, clairement, en fait, le choix, il est vite fait parce que vraiment, la vidéo, c'est compliqué pour moi. J'ai du mal à mettre, alors que je sais que je pourrais laisser tourner et que c'est pas grave, après, je peux faire du tri et tout ça. C'est comme si quelqu'un m'observait et du coup, ça me stresse, en fait. Ce qui est complètement idiot. Bon, j'avoue que le recyclage de la porcelaine, c'est quand même laborieux, mais voilà, avec oui, là j'en ai là en ce moment et en plus là il fait un temps tellement, c'est terrible quoi, là l'humidité dans l'air, je peux vous confirmer que y a rien qui sèche, les pièces sèchent pas et du coup la terre sur les plaques de plâtre ne sèche pas. Ça fait 3 jours d'habitude, en 3 jours je peux commencer à la bouger un peu. Là non, laisse tomber, j'y ai pas touché. Mais ça ouais. Et c'est pas tant le fait de la mélanger, de la passer au tamis et encore si parce qu'on s'en fout partout. Donc ça c'est un peu galère et comme je suis toujours un peu stressée de mettre de la terre dans mon évier, de bien faire attention à tout, comme avec l'émail d'ailleurs ça me stresse le recyclage des déchets, j'ai tellement peur de polluer un truc. T'as pas de bac de décantation ? Non mais du coup en fait je mets une bassine et je récupère tout dans une bassine et j'ai un bidon là avec les émaux. Et je les ai pas encore cuits, j'ai pas fait ça. En fait, j'applique stricto sensu ce que faisait Margot, je l'apporte à la décharge. Mais je voudrais cuire en fait, parce que je pense que ça devient inerte une fois que c'est cuit. Mais ça, c'est vraiment un truc qui me stresse. Ce recyclage là, quand les élèves émaillent, voilà, c'est des règles que je pose. Je peux être un peu chiante avec ça parce que c'est vraiment important pour moi de faire attention, d'avoir conscience que c'est des matières qui sont pas bonnes ni pour nous ni pour l'environnement. Ça dans l'évolution de ma pratique, ça va changer parce que j'avais pas conscience de ça vraiment. J'en ai de plus en plus conscience. Alors justement, c'est quoi un peu tes envies pour la suite ? Ouais, pour la suite, donc voilà, moi je voudrais, comme je voulais faire de la porcelaine avec des engobes et j'avais plutôt une orientation graphisme parce que c'est ce que je connaissais. Je connaissais pas bien les émaux, ça m'attirait pas esthétiquement et sauf que depuis que j'ai commencé à mettre le nez dedans, en fait, j'aimerais bien creuser. Cette histoire d'émail parce que j'ai découvert des céramistes qui manient les émaux avec une grande dextérité et qui font des émaux qui me plaisent beaucoup. Sauf que voilà, il y a le pendant environnemental en face et social parce que là voilà clairement le cobalt, le chrome, la façon dont ils sont extraits et le voyage qu'ils font, tout ça en fait ça me va pas. Donc voilà, j'aimerais évoluer vers une pratique de l'émail, plus de connaissances, mais qui soit
la plus propre possible, on va dire. Mais j'aimerais être capable de rajouter cette dimension. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il manque une dimension en fait à mes pièces et voilà, le travail de l'émail pour amener une autre dimension en fait, une autre dimension. Enfin, c'est vraiment une 4e dimension pour moi l'émail sur les pièces et je trouve que c'est un travail fascinant. Ouais, donc ça j'aimerais. Le coulage, j'aimerais quand même savoir couler. Continuer à faire le tour et puis mais tout ça ce sera possible que si j'ai un plus grand atelier, donc je suis pas pressée, ça va venir tranquillement et puis voilà, si un jour si quelqu'un veut me donner plein de sous un jour pour que j'ai plus besoin de gagner de l'argent tous les mois, je ferai de la sculpture en fait dans l'avenir. Et c'est marrant parce que j'avais fait un atelier il y a quelques années, un atelier de groupe thérapeutique quand j'étais pas bien là, après mon burn-out machin. Et il y avait cette projection, comment vous vous voyez quand vous serez vieux. Et j'avais dit que je me voyais sous un arbre, les mains dans la terre, en train de faire de la sculpture, parce que j'étais plutôt je connaissais pas donc je savais pas que la poterie pourrait être quelque chose qui vraiment me plairait à un moment donné, parce que je me projetais là-dedans, et j'ai toujours cette projection, en fait, finalement, de rester, je crois que maintenant je me sens vraiment sur un chemin, c'est-à-dire que je vais pas... je crois pas que je vais vraiment radicalement changer d'orientation professionnelle, enfin en tout cas de manière radicale comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. Mais par contre, j'aimerais évoluer vers quelque chose de plus proche de la terre. Je sais pas comment dire les choses en fait. C'est pas une envie, je pense que c'est quelque chose qui va se prendre voilà, c'est un chemin que je vais emprunter de manière naturelle, continuer à me laisser porter. Ouais, je crois que c'est c'est peut-être ça. Et avoir confiance en fait, parce que je crois que moi ça c'est une vraie problématique chez moi, d'avoir confiance dans ce que la vie peut m'apporter et que ça va le faire. Que c'est pas parce que je fais pas 50 marchés de Noël que la vie va pas continuer à s'écouler et que je trouverai un autre moyen en fait. Si ça marche pas à la fin de cette année, je trouverai autre chose. Mais ouais. C'est pour la suite. Mais en même temps, voilà, quand je dis je voudrais avoir un plus grand atelier, c'est pas une vraie volonté aujourd'hui parce que ça me fait flipper. Là, je suis bien la taille de l'atelier aujourd'hui, 23 mètres carrés, même si quelques mètres carrés de plus, ce serait cool. Mais je vois bien que j'en suis pas là, donc c'est continuer mon chemin en fait, sur le fait de découvrir des choses, continuer à avoir cette curiosité dans ce que peut apporter la céramique qui est infinie. J'ai choisi la céramique ou la céramique m'a choisi ou j'en sais rien, aussi parce que je me suis dit c'est cool, je vais plus jamais m'ennuyer. Parce que c'est une problématique chez moi, l'ennui, depuis que je suis toute petite. Et en céramique, on peut jamais s'ennuyer. C'est impossible, mais dans plein de trucs, mais je sais pas, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment personnel. En céramique, je m'ennuierai jamais. Alors qu'il y a d'autres endroits, en archi, je pense qu'il y avait une part d'ennui aussi. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de tout et de me sentir tellement impuissante que c'était pas la peine de continuer. Là, il y a tellement de choses à voir. Quand j'ai commencé mon atelier, j'avais peur d'avoir une maladie ou qu'il m'arrive un truc ou que j'ai un accident et que je puisse pas devenir céramiste, quoi. J'étais flippée par ça, vraiment, quoi. C'était assez marrant, en fait, de ressentir ça. Et j'ai toujours un peu ça. Je voudrais pas qu'il m'arrive un truc parce que j'ai pas tout vu encore. Enfin, je suis pas rassasiée, quoi. Et j'ai l'impression que là, je serai jamais rassasiée, en fait. Je suis tout le temps avide. Donc voilà, pour l'avenir, continuer à manger. La céramique. Et je conclus en te posant une dernière question à la Cernobori. Gaëlle, c'est quoi la vie? Tu sais qu'à un moment donné, je m'étais dit, ça se trouve, elle va me poser cette question. Mais c'est vrai qu'on l'entend tellement souvent. Mais c'est impossible de répondre à cette question. C'est quoi la vie? Dans un podcast de céramique, forcément, c'est la céramique, c'est l'atelier, c'est le lien aux autres. Il y a quand même un truc chez moi qui est puissant. J'ai fait un vide atelier samedi dernier à l'atelier avec Marjolaine Bosque et Lucie Brisson. Ouais, que je connaissais pas avant, d'où mes hésitations sur son nom de famille. Et on était toutes les trois là, on s'était rencontrées, enfin moi Lucie je la connaissais pas, Marjolaine on s'est rencontrées à un marché il y a pas très longtemps. Et c'était super, on était toutes les trois. Et voilà, ça m'a rappelé à quel point j'aimais la richesse des liens,
pour quelqu'un qui a des problématiques anxieuses et notamment d'anxiété sociale, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est fort chez moi en fait. Ça vient, enfin le fait que tu viennes à l'atelier, je trouve il y a un truc qui est tellement riche en fait dans la découverte de l'autre. Pour moi, la vie c'est la découverte des autres. Je crois que c'est pour ça aussi que ce podcast de Julien Cernobori me touche autant, c'est qu'il va à la rencontre quoi. Et je crois que je suis je suis curieuse de beaucoup de choses, mais je suis aussi curieuse, en particulier curieuse de savoir la façon dont les autres voient la vie et dont les autres fonctionnent et m'enrichir assez égoïstement des expériences des autres. Voilà, d'être là, on est là tous ensemble. Enfin, c'est un truc que je dis souvent, ça fait marrer les enfants, enfin mes enfants en tout cas, qu'on est là tous ensemble sur Terre, c'est pour passer un bon moment quoi. Ouais. À un moment on est, dans quelques années on mourra, entre les deux on s'occupe, et autant s'occuper le plus agréablement possible. Donc on est tous ensemble au même moment sur cette terre, autant qu'on soit tous ensemble le plus agréablement possible sur cette terre. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc c'est quoi la vie, le lien aux autres, ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait aller avec, qui pourrait être une part de la réponse à cette question. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.